Bienvenue à tous les supporters du Cercle de Bruges, bienvenue à tous les supporters de l'AS Monaco. Les autres, si vous voulez, vous pouvez rester, ne vous faites pas remarquer. Je vais débriefer durant cette vidéo le match qui opposait le Standard de Liège contre le Cercle de Bruges, troisième journée de la Jupiler Pro League. Sur une saison, il y a une dizaine de matchs à ce niveau Europa League, tour préliminaire de C1, tel que l'a joué le Standard le mardi précédent ce match. Les jeunes formés actuellement à la Turbie et qui évoluent avec la réserve ou les U19 ne peuvent pas jouer des matchs de ce niveau. C'était la première opposition de ce niveau-là, et donc on va voir ensemble ce que ça a donné. Et si vous n'êtes pas intéressé, il est encore temps de zapper. Veille de match et le coach Guyot révèle la liste des 20 joueurs sélectionnés pour aller à Liège. Toujours deux gardiens, Nardi et Vandam, 6 défenseurs, Taravel est blessé, ainsi que Omar. Et donc à leur place, Vitinho fait son retour, tandis que Delacour apparaît. C'est un nouveau contrat, le précédent était arrivé à échéance, il n'avait pas été prolongé, mais il a re-signé de nouveau lundi. 7 joueurs évoluant au milieu de terrain, défensif ou offensif. On note le retour de Lopez et la sortie de Apin. Et au niveau des attaquants, il y en a 5, donc un de plus. C'est là que se fait la différence par rapport à la précédente sélection. C'est Alioui qui fait son entrée dans le groupe. Il est arrivé lundi, en même temps que Delacour, mais en prêt de Monaco. Les deux, Alioui et Delacour, porteront respectivement le numéro 18 et 28, car ils vont faire partie de la feuille de match, à l'inverse de Lopez et de Van Hout. Donc un ailier, Lopez, et un milieu relayeur, Van Hout, qui sort. Avec la feuille de match, on voit que le cercle va continuer à jouer en 4-4-2, toujours en losange. Au niveau de la défense, avec 2 absences pour blessure, c'est le 3/4 de la défense qui est changé. Le 3/4 car Lambeau passe de défenseur central droit à défenseur central gauche, laissant la place à droite à Naomichi Ueda, défenseur japonais de 24 ans. À gauche, Omar blessé est remplacé par Etienne, qui inaugure sa première titularisation et son deuxième match. Quant à droite, Paloun est le seul qui ne bouge pas. Au milieu, un changement, Omolo qui remplace Ogas. Omolo qui est formé défensivement, à l'inverse de Ogas qui est formé offensivement, mais qui peut faire le travail défensif. Donc c'est un choix eu égard au niveau du match. La tête du losange ne change pas, Mercier. Et en attaque, toujours Tormin et Bruno. Le cercle garde donc son schéma tactique inauguré précédemment, mais une animation défensive différente du précédent match, dans la mesure où sur le précédent, Mercier descendait un peu plus aidé au milieu, alors que sur ce match, c'est plus Tormin et Bruno qui faisaient le travail défensif sur les ailes, alors que Mercier était plus un point de fixation plus haut, à la Giroud, on va dire. Le schéma offensif n'a pas changé, le schéma défensif un petit peu, de même que durant le match, il y a eu un passage au 3-5-2 ou 5-3-2, donc la défense à 4 a aussi évolué. Le match s'est donc conclu sur un score nul et vierge. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a été jugé par au moins 2 médias belges comme le match le plus ennuyeux de cette troisième journée. Moi, je ne l'ai pas trouvé ennuyeux. Ça a été une belle bataille tactique, je trouve. Il faut aussi noter que les matchs de ce niveau, Europa League ou C1, c'est des matchs qui se jouent souvent sur des erreurs aussi. Et donc il y a eu peu d'erreurs et aussi également un manque d'efficacité offensive. Mais pour ce qu'ont proposé les coachs, le coach Prodhomme et le coach Guyot, et l'intelligence de la mise en œuvre par les joueurs, ça a été un beau match, et également une opposition de style. C'est vraiment en contre-attaque qu'a évolué le cercle en première mi-temps, et Mercier, qui avait donc le rôle de donner la première profondeur à la relance et de lancer les deux ailiers Bruno et Tormin, a été très bon dans cette animation. Il a commencé par lancer une première fois Tormin en profondeur, qui a bien récupéré le ballon à l'entrée de la surface, en duel avec un des défenseurs, un peu bousculé. L'arbitre n'a pas sifflé, il a quand même réussi à tirer au but, mais le défenseur a contré et c'est parti en corner. Une autre fois, il a tiré de loin et lancé Bruno. Donc avec les corners, c'est à peu près tout. À noter la blessure de Tormin, qui avait récupéré le ballon, qui commençait à faire une différence. Il était sur le deuxième dribble, le deuxième joueur, et là il subit une faute, retombe mal et se déboîte ou se luxe l'épaule. Il va quand même essayer de gagner du temps, il va rester 2 minutes sur le terrain, le temps de l'échauffement de Bon Giovanni. Bon Giovanni qui a tenté. Je vais y revenir sur la deuxième mi-temps. À la mi-temps, le coach du Standard, Prodhomme, fait un changement. Le cercle va être vraiment acculé sur ses buts. À la 60e minute, Mercier est remplacé par Delacour. Donc le joueur qui donnait la profondeur à la première relance, qui faisait le pivot, est sorti. Delacour, défenseur central, rentre. Et donc on passe à une défense à 5 pour les 30 dernières minutes. Juste après ce changement, on a le premier tir cadré du Standard. Le Standard va vraiment prendre le jeu à son compte. Sans point de fixation, c'est les deux relayeurs, Lusamba et Omolo, qui vont casser la première ligne pour après lancer Bruno ou Bon Giovanni. Le dernier changement à la 80e minute aurait dû être un changement
de poste, on va dire, poste pour poste, mais ça a été un changement pour blessure, car Etienne a reçu un coup où s'est tordu la cheville sur un coup, et donc c'est Vitinho, le Brésilien de Cruzeiro, qui a fait son entrée à la place de Etienne. Donc Vitinho, qui est formé à droite, a évolué à droite, et c'est Paloun qui jusque-là défendait dans le couloir droit, qui est passé à gauche. Un beau coup franc a été obtenu, très bien tiré par Bon Giovanni, mais Ochoa, le gardien mexicain, a réussi à sortir le ballon. Une dernière occasion toujours en contre. Bruno, qui réussit à aller jusque la ligne de corner, réussit à adresser un centre au deuxième poteau, mais Bon Giovanni rate le cadre et met son plat du pied au-dessus du but. La défense tient bon, Nardi n'est pas vraiment inquiété. Une frappe qui passe à ras du poteau droit, avec une action qui ressemble au dernier but du précédent match contre l'Ukraine, à savoir une fixation à droite, un centre à l'entrée de la surface et un petit plat du pied, tir qui remet le ballon de là où il vient. Toujours dangereux, mais pas cadré cette fois, heureusement. Sinon, Nardi n'a pas vraiment été inquiété. Il y a quand même eu un sauvetage sur la ligne de Ueda. J'y reviens dans le prochain point, durant mes remarques sur les joueurs. Pour les joueurs, donc je vais commencer avec le numéro 1, Nardi, dans les buts. Pas de problème de jeu au pied. J'avais oublié de préciser que c'était vraiment spécifique à la première mi-temps, son problème de jeu au pied sur le précédent match. Donc c'était vraiment de la concentration, on va dire. Un carton jaune qui l'a marqué et qui l'a fait sortir un petit peu de son match. Par rapport à Subasic, en tout cas on te le souhaite, à noter que sur 3 matchs, j'ai toujours pas vu de saucisse frite. Donc pour nos amis belges qui ne savent pas ce qu'est une saucisse frite, c'est le dégagement au 6 mètres qui se termine en touche directement. C'est pas une spécialité, mais c'est assez régulier avec Subasic. Nardi, je ne l'ai toujours pas vu faire cela. Il réussit à allonger toujours dans la bonne zone. Autre différence, il fait des sorties aériennes jusqu'aux 6 mètres. Donc ça soulage pas mal la défense. Et donc ça me donne l'occasion de revenir par rapport au sauvetage sur la ligne de Ueda. Un long centre, le ballon arrive au deuxième poteau. Nardi sort, dit à Ueda de laisser son défenseur. Donc Ueda laisse son défenseur, ne le gêne pas du tout. Et le défenseur réussit donc à prendre une petite avance sur Nardi et à dévier le ballon de la tête vers le but. Mais Ueda, assez intelligemment, quand il a lâché son défenseur, il a lâché pour se diriger vers le but, pour couvrir son gardien, et a donc réussi à sauver. C'était une bonne concertation entre le gardien et son défenseur. Un mini reproche à Ueda qui aurait dû peut-être gêner un petit peu son défenseur avant de le lâcher, ou du moins préparer la sortie du gardien en gardant son défenseur mais en ne sautant pas. Donc c'est des petits réglages à voir, à faire. Il n'y a pas eu d'erreur de Nardi, qui a eu 2 tirs cadrés, qui n'a vraiment pas eu beaucoup de travail. Ueda, donc intelligent, je vais dire, dans sa manière de couvrir son latéral droit ou son gardien. Quand il lâche, il pense tout de suite à l'action d'après, à la couverture qu'il faut faire. Dur sur l'homme aussi, il est physique, il n'est pas que dans l'anticipation. Intéressant à voir. Peut-être au niveau du positionnement à revoir. Je l'ai trouvé bien trop proche de son arrière droit, dans une zone sans joueur en fait, alors qu'il aurait plus dû être au contact de l'attaquant vers le but. Donc je ne sais pas si au niveau des Kashima Antlers, il jouait à 3, mais là son positionnement ressemblait plus à un positionnement de défense à 3 axiaux qu'une défense à 2 axiaux. Mais Lambeau a bien couvert ses errements entre guillemets défensifs et est venu couper 2 fois au premier poteau. Donc Ueda, sur les relances, il a eu 2 ratés qui lui ont fait perdre la confiance de ses collègues qui n'ont plus trop joué sur lui pour les relances à la fin de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'y avait pas vraiment de ballon à jouer, donc on ne l'a pas trop vu dans la construction. Lambeau, défenseur intelligent, comme je vous l'ai dit, il couvre au premier poteau les errements défensifs de Ueda. Et capitaine, sur le coup franc de Bon Giovanni, le coup franc était sur la gauche de Ochoa, les défenseurs étaient montés pour jouer de la tête. Lambeau a eu l'intelligence du capitaine d'aller voir Bon Giovanni pour lui dire tu vas faire quoi mon grand? Bon Giovanni lui a dit qu'il allait tirer, donc Lambeau n'est pas reparti dans la mêlée pour jouer au deuxième poteau. Il est resté à gêner le mur et surtout se préparer à redescendre si jamais le ballon était arrêté ou contré. Donc à replacer aussi un petit peu les jeunes, Etienne qui était à sa gauche et Ueda qui était à sa droite. Donc bon capitaine Lambeau. Sur les côtés, Paloun a fait le boulot, tant à droite qu'à la fin du match à gauche. Il a montré sa polyvalence, sa forme physique et son intelligence. De l'autre côté, c'était la première titularisation pour Etienne, avec un bon match. Au niveau offensif, la différence à noter avec Omar, c'est que Omar de temps en temps réussit à passer son défenseur pour longer les 6 mètres, chose que n'a pas fait Etienne.
En même temps, il n'a pas eu l'occasion de monter souvent et de montrer cette palette de son jeu éventuellement, de réussir à passer son défenseur pour les centres en retrait et autres. Mais au niveau des centres, il lève la tête avant de centrer. Donc un bon match de Etienne, sorti sur blessure. Il perd un ballon sur un dribble, une roulette de son adversaire au milieu de terrain. Un petit peu vexé ou ayant peur d'avoir désorganisé son bloc, il récupère son joueur et commet une faute. Sauf que en commettant la faute, le joueur lui tire dans la jambe. Donc soit c'est une béquille au niveau du mollet, soit la cheville a tourné quand l'adversaire lui a tiré dans la jambe. Sorti sur blessure donc. On va passer au milieu de terrain. Koné en sentinelle, encore bon sur ce match. Les deux relayeurs, énormissime. Loussamba a été dans la veine du premier match où je l'avais trouvé impérial, dans la récupération, dans l'impact physique, dans le relais pour passer les lignes quand Mercier est sorti, donc participer offensivement, il l'a très bien fait, de même que Omolo. Omolo qui remplace Tormin dans le top 10 des joueurs de Jupiler Pro League pour le vif. Et pour moi, les deux relayeurs ont fait un gros travail. Dernier joueur du milieu, quoique, vu que c'était le pivot, la première profondeur, Mercier, très bon dans les phases offensives, au travail ingrat durant les tâches défensives de l'équipe. Il restait haut justement pour élargir le bloc adverse et éviter d'être totalement acculé. Donc une sortie logique, un choix logique, compte tenu de son poste de pointe haute, de pivot, mais un bon match malgré tout. Les deux attaquants, Tormin est sorti trop tôt, hélas, mais il avait fait un bon match jusque-là. Les efforts défensifs, la projection rapide au niveau offensif. Je fais une petite aparté mercato au niveau de Monaco. On est lundi 13 août et Keita Baldé devrait signer normalement à l'Inter de Milan. Au niveau numérique, il a déjà deux remplaçants, Keita Baldé, à savoir Jordi Mboula et Samuel Grandsir. Pour moi, Tormin aurait toute sa place à Monaco. Au début du mercato, on ne pouvait pas savoir quel niveau avait Tormin compte tenu de l'évolution en D1B l'année dernière. Sur les quelques matchs que j'ai vus, c'est très intéressant Tormin, avec une marge de progression. Comme je vous l'ai dit durant la précédente vidéo, au niveau du poste d'ailier et des prises de décision. Et quand on prend un grand cire avec le niveau Ligue 1, pour lui donner sa chance et le faire évoluer, je pense que Tormin aussi, l'année prochaine, devrait avoir sa place s'il y a des changements et s'il continue son bon début de saison et à progresser. Le dernier joueur sur le front de l'attaque et de l'équipe, c'est donc Bruno qui revenait là où il a été formé. Très bon match, un gros boulot défensif, un gros boulot de remontée de balle, de l'intelligence à la fin du match pour gagner du temps. Il n'était pas le numéro 9. Le numéro 9, assez bizarrement, c'était le numéro 10. Et donc en tant qu'ailier, un bon match de Bruno. Au niveau des remplacements, je commence par la fin. Vitinho qui remplace Etienne. Sur la quinzaine de minutes qu'a eu Vitinho avec les arrêts de jeu, j'ai trouvé que c'était un bon défenseur, un bon placement, même au niveau du corps pour anticiper les courses adverses. On n'a pas eu l'occasion de le voir offensivement, c'était clairement pas les consignes. Très peu de temps pour le juger réellement, mais sur le peu qu'il a montré, c'est intéressant. Avant cela, donc de la cour, pour un changement tactique à la 30e minute. Avec une défense à 3, il n'y a pas eu de profondeur dans son dos, c'était vraiment le placement, les compensations. Donc une bonne rentrée dans un schéma qui lui était favorable, on va dire. Enfin, Bon Giovanni. Bon Giovanni, pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin. Près de 60 minutes de jeu, dans un contexte particulier, parce qu'il est remplaçant, donc il faut qu'il se fasse voir auprès du coach. Mais c'était aussi vis-à-vis de son club formateur dans sa ville. Donc il voulait peut-être aussi se faire voir vis-à-vis de ses anciens collègues, de ses anciens formateurs et de sa famille. Il en a peut-être surfait au niveau des frappes et autres. Les prises de décision, je vais pas trop les juger, même s'il y a une action sur laquelle je vais revenir qui m'a fait sortir de mes gonds. Quand on le compare de l'autre côté avec Bruno, il y a un manque d'impact physique. Vous allez me dire que c'est pas la même carrure, donc c'est normal. Oui et non, parce que dans ses dribbles, en fait, il passe bien un joueur, le deuxième, ça commence à être difficile, et souvent, au niveau du deuxième ou du troisième, il tombe. Donc parfois parce qu'on lui fait vraiment une faute, parfois parce que la faute n'est pas vraiment là, mais à force de manquer physiquement, l'arbitre ne savait pas s'il devait siffler pour lui ou s'il devait siffler contre lui. Donc lâche plutôt ton ballon, ou muscle ton jeu, mon grand, comme disait Aimé Jacquet il y a 20 ans. Les prises de décision à voir, c'est un contexte particulier, il a peut-être surjoué. Enfin, l'action qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est à la 91e, 92e minute.
Donc Bruno qui se retrouve sur l'aile droite au niveau de la ligne de touche. Bon Giovanni vient sur lui. Bruno lui donne, pensant qu'ils vont jouer à deux pour gagner du temps, ou que Bon Giovanni va dribbler le long de la ligne de touche pour avoir ou une faute ou une touche. Il n'en est rien. Il se retourne, va à l'entrée de la surface et frappe du gauche. Mais t'arrives quoi, mon grand? 91e minute ou 92e? Tu prends le ballon, tu vas tout seul, tu frappes de ton mauvais pied. Une semaine de boulot, 90 minutes à courir, et tu donnes encore des balles à l'adversaire avec cette frappe improbable. Une très mauvaise dernière note, mais bon, au final, c'est sans conséquence. Donc mi-figue, mi-raisin. Un bon point pris à l'extérieur dans un match d'un gros niveau. Donc très intéressant pour les jeunes joueurs qui y ont participé. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager. Je vais aussi mettre sur le blog les statistiques personnelles des joueurs. Temps de jeu, but, passes décisives, nombre de matchs, carton jaune et ainsi de suite. Si t'en veux plus, viens sur Twitter. Et sinon, bonne continuation. Les cercles et Dage Monigu.